Bonjour. Alors, nouveau chapitre aujourd'hui de l'analyse combinatoire. Nous allons nous intéresser à ce qu'on appelle des raisonnements préfabriqués, c'est-à-dire des raisonnements qui reviennent très souvent en fait en analyse combinatoire. Et parmi eux, il y en a 5 principaux et en tout 2 autres auxiliaires. Et ces raisonnements, donc je vais vous les présenter. Alors ils se répartissent en 3 catégories, les permutations, les arrangements et les combinaisons. On va parler aujourd'hui des permutations. Alors, première chose, les permutations sans répétition ou simples, c'est le nombre de façons de classer n objets dans l'ordre, des objets distincts. Donc, ce nombre, on la note parfois P indice n, j'ai vu cette notation, je vais utiliser. Et en fait, on va voir tout de suite que c'est la factorielle. Donc la factorielle d'un entier, notée n point d'exclamation, ça se lit n factorielle, c'est le produit de tous les entiers qui sont entre 1 et n. Alors pour 0, c'est un produit vide, donc ça fait 1. Donc la factorielle satisfait la propriété suivante. N factorielle, c'est 1 si n vaut 0, donc 0 factorielle, ça fait 1. Combien y a-t-il de façons de ne rien classer? Il y a une seule façon de rien faire. Et le nombre de façons de classer n objets, donc n factoriel, c'est n fois n-1 factoriel. Donc on obtient ici une définition par récurrence en fait de la factorielle. C'est une fonction dont la croissance est beaucoup plus rapide que celle de l'exponentielle. Si on regarde quelques valeurs, 0 factoriel ça fait 1, 1 factoriel 2, ensuite 3 factoriel 6, 4 factoriel 24, 5 factoriel 120, 6 factoriel 720, 7 factoriel 5040, 8 factoriel 40320, ça continue de plus en plus vite. Alors pourquoi est-ce que c'est ça? Pourquoi est-ce que c'est plus rapide que n'importe quelle exponentielle? En fait, prenons une exponentielle de base b et une constante c quelconque. Alors il existe toujours un entier qui est plus grand que b, et un entier m qui est k plus grand que b, et un entier m plus grand que k, tel que m est plus grand que b fois c sur b puissance k sur k factoriel. Donc ça c'est assez facile à trouver, on n'a qu'à prendre le maximum de tous ces nombres, on choisit k et on choisit m ensuite comme le maximum de ces nombres. Bon, alors maintenant si n est strictement plus grand que m, n factoriel sur b puissance n peut s'écrire maintenant comme k factoriel sur b puissance k fois ce qui suit, k plus 1 sur b, k plus 2 sur b, etc. jusqu'à n-1 sur b fois n sur b. Donc on écrit la factorielle, c'est à chaque fois c'est le produit de tous les entiers entre 1 et n, donc de 1 à k, c'est à peu près cette chose-là. Et de k plus 1 à n, à chaque fois on multiplie par k plus 1, on divise par b, k plus 2 divisé par b, k plus 3 divisé par b, etc. jusqu'à n sur b. Alors pour le premier, k factoriel sur b puissance k, grâce à ça on va pouvoir le réécrire, et puis on utilise que n est strictement plus grand que m, et on obtient en fait que cette chose-là c'est plus petit que c. Donc ça nous fait, c'est plus grand que c, pardon. Donc ça nous fait k plus 1 sur b fois etc. jusqu'à n-1 sur b, donc toute cette partie-là, toute cette partie ici, fois c. c qui provient en fait de k factoriel sur b puissance k et de n sur b, à cause de ça. Et ceci, en fait, puisque k est plus grand que b, ça c'est plus grand que 1, et donc on obtient quelque chose qui est plus grand que c. Donc ce qui se passe, en résumé, c'est que n factoriel sur b puissance n finit toujours par être plus grand ou égal à c, quelle que soit la constante c dont on est parti. Voilà, ça c'était juste un petit travail, un petit exercice d'estimation, au cas où, mais c'est pas le centre du sujet. Alors, le nombre de permutations, en fait, c'est n factoriel, et c'est en fait le nombre de bijections d'un ensemble à n éléments dans lui-même. Alors c'est une application du principe multiplicatif. Il y a simplement, on choisit le premier objet à la première place, il y a une possibilité, à la deuxième place n-1, etc., etc., etc. Donc c'est juste le principe multiplicatif utilisé n fois, pour n choix.
Pour voir que c'est le nombre de bijections, il suffit de remarquer que chaque ordre que l'on mettrait entre ces n objets va nous donner une injection. Puisque c'est un ordre, puisque les objets sont classés dans un ordre strict, ça va nous donner une injection. On donne simplement le plus petit élément, puis celui qui est juste après, etc. etc. Et une injection, vu qu'on a le même nombre d'éléments au départ et à l'arrivée, ça va être une bijection. Voilà, donc on a juste cette chose-là, c'est que les permutations sont égales. Le nombre de permutations est égal au nombre de bijections. Alors sur les calculatrices classiques, disons, celles qu'on trouve usuellement dans le commerce, vous avez par exemple la TI-30 Echo, la factorielle est au-dessus de la touche 3, c'est la seconde fonction de la touche 3. Dans les TI-30X scientifiques et autres, c'est dans le menu PRB. Et puis pour les calculatrices de marque Casio, la plupart de celles qu'on trouve, c'est au-dessus, c'est la seconde fonction de la touche X inverse. Alors, regardons un exemple de permutation. On va prenons un jeu de cartes à 52 cartes. Le nombre de mélanges possibles, c'est 52 factoriel, et la calculatrice nous répond très gentiment que c'est environ 8,07 fois 10 puissance 67. Alors, à quel point c'est un grand nombre, cette chose-là? Alors, imaginons que chaque être humain se consacre à mélanger les cartes depuis le début de l'univers. Ce qui fait 14 fois 10 puissance 9 années, le début de l'univers. L'humanité n'existait pas au début, mais imaginons qu'elle existait. À raison d'un mélange différent par seconde, il faudrait environ 1,8 fois 10 puissance 50 êtres humains. Nous sommes 8 milliards d'êtres humains, donc une humanité ne suffirait pas depuis le début de l'univers pour faire tous les mélanges possibles de cartes. Et on ne veut même pas connaître le nombre d'humanités, ça n'a plus de sens. Ces nombres-là, ils ont un sens, mais je veux dire, ils sont beaucoup trop grands pour qu'on puisse se les imaginer de façon simple. Donc c'est énorme. 52 factoriel, c'est juste le nombre de façons de mélanger 52 objets, c'est un nombre gigantesque. Alors, il y a d'autres permutations, qui sont les permutations avec répétition. Alors cette fois, on veut aussi classer des objets, mais en fait, on ne peut pas les distinguer tous. Les objets se répartissent en K catégories différentes, et dans chaque catégorie, il y a R1 objet, R2 objet, etc. jusqu'à RK objet. Et au sein d'une catégorie, ils ne sont pas distinguables, mais les catégories entre elles sont distinguables. Alors on obtient le nombre de façons d'ordonner ça, c'est le nombre de permutations avec répétition. Donc P qui se note Pn bar, et il faut préciser entre parenthèses le nombre d'éléments dans chaque catégorie, donc de R1, R2, etc. jusqu'à RK. La barre se voit parfois difficilement, et l'IS au-dessus du P. Alors c'est le nombre en fait d'anagrammes d'un mot de longueur n, qui est formé de K lettres distinctes, telles que la ième lettre se répète RI fois. Alors, on peut calculer en fait très simplement, une propriété déjà, c'est que cet ensemble de permutations avec répétition sert aussi un nombre d'applications, mais ce ne sont plus les applications injectives, ce sont les applications dont l'image réciproque du IM élément d'arrivée est de cardinalité RI. Maintenant, par exemple, prenons un exemple assez simple. Un étudiant possède 5 livres d'histoire, 3 livres de mathématiques et 2 livres de physique. Il y a en tout 10 livres qui peuvent être rangés de 10 factorielles façons dans sa bibliothèque. Alors si l'on ne s'intéresse qu'à l'ordre d'apparition des catégories sur l'étagère, à ce moment-là, il y a P10 bar de 5, 3, 2 possibilités. Alors, si on choisit, donc par définition, maintenant comment on peut déterminer ce nombre? Remarquons que si on choisit d'abord l'ordre des catégories, donc le P10 bar 5, 3, 2, l'ordre des catégories, puis l'ordre des livres au sein de chaque catégorie, on obtient toutes les dispositions possibles. Donc P10 bar de 5, 3, 2 fois P5 fois P3 fois P2, ça va nous donner P10. Et ainsi, le nombre de combinaisons avec répétition de 10 objets qui se répartissent en une catégorie de 5 objets, de 3 objets et de 2 objets, c'est 10 factoriel divisé par 5 factoriel fois 3 factoriel fois 2 factoriel.
Bon, en gros, cette chose-là se généralise sans problème. Il suffit, on prend des objets qui sont tous distincts, et puis on décide que ceux de la première catégorie, on ne peut plus les distinguer pour l'instant, ceux de la deuxième non plus, etc. Donc Pn bar de R1 jusqu'à Rk, ça nous donne en fait ce qui nous intéresse, les permutations avec répétition. Et si maintenant on pouvait à nouveau les distinguer, il faudrait multiplier par R1 factoriel, R2 factoriel, etc. jusqu'à Rk factoriel, et on obtiendrait n factoriel. D'où cette formule ici. Donc c'est exactement le raisonnement qui est là au-dessus. Hein. On ne va pas le refaire, c'est pas nécessaire. Alors, ce genre d'objet est utilisé, ce genre de permutation avec répétition est utilisé par exemple pour les anagrammes avec des lettres qui se répètent. Donc si on considère le mot Mississippi, hein, il y a un M, 4 I, 4 S, 2 P. Alors le nombre de permutations avec répétition, donc le nombre d'anagrammes, c'est ici 11 factoriel sur 1 factoriel fois 4 factoriel fois 4 factoriel fois 2 factoriel, qui vaut 34 650. Alors, le 1 factoriel, on pourrait ne pas le noter. Hein. Là, j'ai choisi d'essayer la plupart du temps de les noter, sauf quand ça devient très compliqué, on ne met plus les 1 factoriels, ni les 0, donc on ne peut ne pas indiquer 1 et 0. Alors, un premier problème qui va illustrer un petit peu cette méthode de calcul, c'est ce raisonnement préfabriqué. On jette successivement 3D classiques, hein, donc numérotés de 1 à 6, hein, les faces numérotées de 1 à 6, et on veut savoir combien de configurations donne une somme de points qui est égale à 15, qui est plus grande ou égale à 15, qui est strictement inférieure à 15, qui est inférieure ou égale à 15. Voilà, donc on jette ces 3D l'un après l'autre et on essaye de voir combien de configurations sont possibles. Un autre problème qui illustre cela aussi, quelle est la place du mot kumquat, hein, je ne sais pas si vous connaissez les kumquats, ce sont des petites oranges qu'on trouve à Noël dans les supermarchés, et ailleurs, hein, bien sûr, chez votre épicier favori. Donc le mot kumquat, il a des anagrammes, hein, c'est un mot un peu compliqué, il y a un K, 2 U, un M, un Q, un A, un T. Parmi tous ces anagrammes, on va pouvoir les classer dans l'ordre lexicographique, c'est-à-dire l'ordre du dictionnaire, les A en premier, suivi des K, etc. Et la question c'est, où est-il? Quel est l'ordre d'apparition? Quel est son numéro d'apparition parmi tous ces anagrammes? C'est le combienième? Donc voilà un petit problème qui va illustrer ça. Je ferai les solutions par vidéo la prochaine fois. Bonne journée et à bientôt.